Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de partir en voyage à la découverte d'une raison fondamentale, explicative du comportement des nations en général, mais aussi des guerres en particulier. Que ce soit d'ailleurs à travers l'histoire, et je vais en donner quelques exemples rapides, mais que ce soit surtout aujourd'hui. Vous savez que je me sers de l'histoire pour expliquer aujourd'hui et essayer de prévoir demain. C'est tout l'enjeu de cette vidéo, de comprendre qu'il existe aujourd'hui une raison fondamentale qui peut nous expliquer à la fois la guerre d'Ukraine, je vous ai mis ici l'Ukraine avec la ville de Mariupol qui a fait énormément parler d'elle, la Crimée, le Donbass, etc. Mais aussi les tensions qui peuvent se passer à l'autre bout du monde, comme par exemple ici à Taïwan. Il y a une même raison fondamentale. Cette raison, je la vois parfois évoquée, rarement développé un tout petit peu et jamais suffisamment de mon point de vue. C'est pour ça que je vous propose, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde, de rester dans cette vidéo et en plus jusqu'à la fin, parce que je vais vous faire découvrir un endroit absolument fondamental dans le monde, un endroit méconnu dont personne pratiquement ne parle jamais et où pourtant se déroule actuellement, en plus de ça, ou enfin très récemment, un crime contre l'humanité qui est en cours de résolution à l'ONU. Personne n'en parle pratiquement jamais et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. En avant, on va partir dans ce voyage et pour comprendre cette raison fondamentale, il faut regarder tout simplement les choses. Vous savez, il y a une distinction entre une vérité et une idée générale. Vous savez que le proverbe nous dit qu'une idée générale, c'est la source du plus grand malheur des hommes. Pourquoi? Parce qu'une idée générale, c'est quelque chose que l'on tient pour vrai mais qui ne l'est pas. Alors qu'une vérité, eh bien, c'est souvent très simple et ça permet d'expliquer énormément de choses. Et une façon de distinguer entre les deux, pour ne pas se tromper, c'est de se baser sur le concret. Vous voyez, on est dans un monde très palpable, concret. Et donc, pour comprendre cette raison, il faut regarder le monde. Tout simplement. On va prendre un peu de hauteur. Je vous ai mis la Terre, là, qui tourne. Et en fait, cette Terre, elle porte très mal son nom, puisqu'elle devrait s'appeler la mer, ou l'océan. Notre planète est recouverte à 71% d'eau, si on admet cette notion de géographe qui consiste à parler de l'océan monde, qui est en fait la réunion de toutes les mers et de tous les océans du monde. 71%. Donc ça ne laisse que 29% pour la Terre. Et ça, c'est absolument clé. Le comportement des nations, les raisons des conflits viennent en fait du rapport de ces nations à la mer. En fait, ce n'est pas la Terre qui explique la Terre, c'est la mer qui explique la Terre. Et c'est ça la raison clé, absolument essentielle à comprendre. Cet océan monde, il est réparti inégalement sur Terre. Il y en a par exemple énormément dans l'hémisphère sud, vous voyez la distance énorme qui sépare l'Antarctique de la pointe de l'Afrique du Sud. Vous voyez encore la distance colossale qui sépare l'Australie de l'Antarctique aussi. Vous voyez l'océan Pacifique au sud, là, il n'y a rien, quoi. C'est, voilà, il y a l'île de Pâques qui est l'endroit le plus isolé sur Terre, quelque part par là. Et puis vous voyez que bon, ce monde, il est rempli d'eau, rempli d'eau. Mais c'est sûr que quand on considère la carte de la représentation Mercator classique, la carte du monde, qu'on la regarde rapidement, qu'on s'intéresse pas trop, vous savez, représenter une sphère à plat, c'est pas possible. Donc il faut tricher. Donc la représentation Mercator communément admise, elle représente à plat le monde en exagérant les surfaces de l'hémisphère nord, terrestre. Donc on aperçoit un Groenland colossal qui est des fois même représenté encore plus grand que l'Amérique du Sud, ce qui est absurde. Bref, donc les cartes du monde sont trompeuses. Il faut aller la voir. On a de la chance aujourd'hui d'avoir un logiciel comme par exemple la Google Earth qui nous modélise la Terre et qui nous donne en plus de ça en bas à droite. Vous le verrez, mais je vous le commenterai puisque c'est un peu difficile peut-être en petit. J'ai pas réussi à l'agrandir. On voit les altitudes et en particulier les altitudes des mers, c'est-à-dire les profondeurs en fait des mers. Et c'est une chose absolument décisive pour le comportement des nations du monde que de comprendre la profondeur des mers. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 nations sur Terre, je vous en apprendrai rien probablement, qui possèdent l'arme atomique. Et donc notre équilibre actuel repose sur la terreur, maintenue en équilibre, tu m'attaques, je t'attaque, on s'annihile mutuellement, donc on ne le fait pas. Via les armes atomiques, et un outil clé de la dissuasion atomique, c'est les sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires, aujourd'hui, on parle d'une profondeur opérationnelle de 300-400 mètres. Les militaires ne diront jamais les capacités réelles de leurs engins. On parle d'une classe de sous-marins nucléaires russes qui atteindrait 1000-1100 mètres de profondeur en opérationnel. Ça, c'est les capacités des sous-marins. C'est absolument clé que le sous-marin soit planqué à partir du moment où il est à 2, 3, 400 mètres. Bon, il est planqué, on peut plus trop le repérer. Et donc, la dissuasion fonctionne parce qu'on ne sait pas d'où ça peut tirer. Il y a des dizaines de sous-marins qui parcourent le monde. Actuellement, les Américains, d'ailleurs, j'ai regardé, ils en ont 52 en opération. Ils en font, des armes, les Américains. Mais les Russes, je sais pas regarder le nombre, ils en ont beaucoup aussi. Apparemment, ils en auraient même plus. Donc voilà, des sous-marins qui se baladent. Le problème, c'est que pour que ces sous-marins soient efficaces, il faut qu'ils puissent y aller à ces profondeurs.
Ça sert pas à grand chose d'avoir un sous-marin qui peut aller à 500 mètres de profondeur s'il se balade dans une mer qui en fait 20 de profondeur. Vous voyez, déjà lui-même, il fait peut-être 15 ou 20 mètres de haut, donc on le voit passer à l'œil nu, quoi. Il y a une masse sombre sous l'eau, on voit les toits dépasser, vous voyez. Donc ça c'est absolument majeur. Quelle mer est à quelle profondeur et qui y a accès? Ensuite, les mers, vous savez que les pays irradient sur la mer une zone économique exclusive de 370 km à l'intérieur de l'océan et des mers qui les entourent, qui sont considérés par les Nations Unies et reconnus comme appartenant à ces pays. Donc il y a, pour les nations du monde, une envie d'avoir des zones économiques exclusives vastes qui leur permettent d'accéder facilement aux océans mondiaux, très profonds, etc. Vous savez que les océans, les profondeurs moyennes, c'est 3, 4, 5 000 mètres, donc ça c'est parfait. Mais encore faut-il avoir des accès sereins, via des mers qui permettent de se déplacer discrètement, en particulier pour les sous-marins de dissuasion nucléaire, mais pas que, des flottes militaires qui se baladent, encore faut-il qu'elles ne soient pas obligées de transiter par les zones économiques exclusives de nations rivales, ou adverses, ou voisines, qui les observent, notent les positions, transmettent aux ennemis, bon, c'est terrible. Et en plus, les terres ont besoin des mers pour commercer, il y a un trafic mondial aujourd'hui énorme, vous savez que le pétrole est transporté par porte-conteneurs, mais pas que le pétrole, toutes les marchandises aujourd'hui, c'est des porte-conteneurs monstrueux qu'on voit depuis l'espace. Le sillon est gigantesque, c'est des milliers et des milliers et des milliers de conteneurs de camions mis sur des bateaux qui transitent comme ça à travers les océans. Donc les océans, c'est absolument clé pour comprendre le monde. Et donc je vous propose un voyage, on va partir en voyage. On va commencer par le Royaume-Uni rapidement. On va aller voir les États-Unis, puis c'est rapide, et on va s'appesantir sur la Russie et sur la Chine pour comprendre les raisons des tensions du monde avant d'aller à l'endroit dont je vous ai parlé avec le crime contre l'humanité en cours. Donc, le Royaume-Uni, dans l'histoire, est principalement constitué d'une île, hein, la Grande-Bretagne, et la nation constitutive prioritaire du Royaume-Uni, c'est l'Angleterre qui est disposée sur cette île. Et l'Angleterre, dans son histoire, elle a été obligée de se considérer comme une île avec le continent à vue. C'est-à-dire que elle est plus faible que le continent, et elle ne peut pas se passer de considérer ce qui s'y passe dessus sur ce continent, puisque si ce continent est trop puissant, eh ben il va l'envahir facilement. Donc elle est obligée de maîtriser la fine mer qui les sépare, hein, la Manche, etc., la mer du Nord, les mers qui y a autour, et puis d'aller voir ce qui se passe sur ce continent, et donc ça a été la fameuse politique traditionnelle du Royaume-Uni, l'équilibre de la terreur, l'équilibre des forces, pardon, la terreur c'est pour l'arme atomique, l'équilibre des forces sur le continent, d'équilibrer en permanence la Russie, la France, l'Allemagne, la France, l'Allemagne, la Russie, de couper, de morceler ce continent, de s'arranger toujours pour maintenir des tensions existantes et pour se placer du côté du plus faible, pour éviter que ce continent ne puisse s'associer contre elle. Et puis le Royaume-Uni a un accès à la mer qui est suffisamment harmonieux. Tout de suite, on part sur des mers, on arrive dans l'océan Atlantique, c'est parfait. Donc le Royaume-Uni a pu comme ça, petit à petit, constituer l'empire le plus vaste que l'humanité ait jamais connu d'occupation directe militaire avec des gouverneurs sur place, puisqu'en 1922, l'apogée de cet empire, 22% des terres émergées, c'est facile à retenir, 1922, 22%, un empire prodigieux. Un empire qui a même une aura par-delà les terres qui gouvernait ton corps en 1922, puisqu'il y a des terres qui ont été perdues entre-temps, puis gagnées entre-temps. Bon, l'apogée, ce n'est pas l'occupation maximale. Il y a eu d'autres endroits, en particulier les États-Unis, on va aller les voir. Un exemple pour le Royaume-Uni, par exemple. La Méditerranée. Un enjeu clé. Vous savez que tout l'Empire romain s'est construit autour de la Méditerranée. C'est un empire méditerranéen, l'Empire romain. Donc, le Royaume-Uni se dit, ben, la Méditerranée, c'est clé pour le commerce, les échanges, etc. Donc, en fait, l'entrée, c'est ici, Gibraltar. Donc on trouve le petit endroit le plus facile à défendre pour s'installer juste à côté, on en fait une base, on dit que c'est chez nous, terminé. Voilà. Juste à côté. Et puis, la Méditerranée va se fermer quelque part, par un endroit où on envisageait déjà l'idée de pouvoir éventuellement construire un canal à Suez ici. Vous savez que l'Égypte, c'est un des points clés de l'Empire britannique pendant des siècles. Donc l'Égypte, c'est absolument essentiel pour contrôler la Méditerranée. Et puis, ben, au milieu, la Méditerranée passe par un détroit, ou plus exactement deux, vous avez un détroit ici, et puis là, un tout petit italien. Donc il faut se placer à équidistance un peu de ces deux régions pour contrôler le passage en plein milieu. Ben, c'est l'île de Malte, la base de Malte. Voilà comment le Royaume-Uni contrôle la Méditerranée, les accès et le milieu, les détroits, le passage le plus étroit. Parfait. C'est un exemple. Maintenant, le Royaume-Uni a une influence qui dépasse son empire en 1922, puisque, ben, évidemment, une influence majeure sur une puissance qui va s'inspirer. Vous voyez, c'est le petit frère, si j'ose dire, qui a beaucoup grandi. Les États-Unis d'Amérique.
Et les États-Unis d'Amérique, il va falloir se positionner sur deux choses. La première, c'est de comprendre que cet empire s'est constitué sur un tout autre style que le Royaume-Uni, un style d'occupation indirecte basé sur l'achat des élites, que l'on séduit, à qui l'on donne des ordres, mais d'élites sur place, comme faisait un peu l'Empire romain. Ils achetaient des Gaulois, à qui ils donnaient des ordres, et derrière ils disaient « mais si, je suis patriote, en avant ». En fait, ils obéissaient à Rome. Les Américains font pareil. Ils achètent des gens sur place, ils les font rêver avec tout un mode de consommation, etc. Et ils dirigent, grâce à ça, les pays. Ils utilisent ensuite beaucoup d'autres biais principaux. L'un, c'est la dette, endetter les pays pour pouvoir ensuite exiger certaines compensations en échange de remboursement un petit peu plus échelonné des dettes. La dette est un excellent moyen de capture des pays. Et puis, la séduction des populations via un modèle de consommation, une culture, le cinéma, la musique, la nourriture, je vous passe, etc. Vous avez tous à l'esprit la séduction que peut opérer sur chacun de nous l'Empire américain, surtout ici en France, le premier influenceur culturel du pays, si j'ose dire. Les États-Unis, ensuite, il faut regarder leur rapport aux océans, puisque c'est notre sujet du jour. Regardez l'exceptionnelle côte américaine, déjà la côte ici, est, vous voyez comme elle est magnifique. Il n'y a rien en face, regardez. On a des mers ici en face des États-Unis qui font déjà plusieurs centaines de mètres de profondeur. Je sais pas si vous voyez en bas les altitudes. Là, elles sont un peu moins, mais tout de suite 400, 200, 300. Et puis de suite, on va dans l'océan et on atteint les paliers de profondeur qu'il faut. Bon, une côte magnifique, il n'y a rien qui gêne en face. La première terre en face, c'est très loin, c'est les Bermudes, c'est aux Britanniques, donc c'est des copains, c'est parfait. Et puis les États-Unis, ils ont aussi la côte ouest. Regardez cette côte merveilleuse. Pareil, qui s'ouvre tout de suite sur le plein océan Pacifique. Il n'y a rien qui gêne, pas d'île, pas d'îlot, pas de rochers, pas de puissance de zone économique exclusive adverse qui gênerait voilà, donc bon, c'est parfait. Et d'ailleurs, un exemple de déploiement des États-Unis, à quel point ils considèrent que leur dispositif est parfait, c'est que rapidement, les premières terres qu'il y a ici au Pacifique, c'est l'archipel d'Hawaï. Vous vous renseignerez sur la façon dont les États-Unis se sont emparés de l'archipel d'Hawaï. Comment ils s'y sont pris pour le... Ils avaient des gens sur place à Hawaï, il y avait des dirigeants, des populations. Vous verrez comment ils ont fait. Et puis ensuite, les États-Unis se sont pas arrêtés là. Il y a d'ailleurs une petite île qui est très symbolique de ça. Vous voyez ici, c'est l'atoll de Midway, qui appartient aux États-Unis. C'est un tout petit atoll, je pense qu'elle était inoccupée, il me semblait, quand les États-Unis se sont installés. Midway, ça veut dire mi-chemin en anglais. Regardez où se trouve Midway. Vous voyez, la côte américaine, on a Midway, et en face, c'est l'Asie. Mi-chemin, c'est qu'on a l'intention d'aller au bout du chemin. Voyez. D'ailleurs, les États-Unis se sont emparés en 1898 de tout l'Empire espagnol, ce qui a fait l'un des booms d'expansion, et en particulier des Philippines. Les Philippines, qui étaient au roi d'Espagne, sont tombées dans l'escarcelle des États-Unis. À cette époque, c'est tout cet archipel, et ça va avoir une importance énorme pour toute l'histoire du XXe siècle, la guerre contre le Japon, mais c'est une autre affaire, je vous raconterai ça si vous voulez au regard des Philippines, la guerre entre les États-Unis et le Japon, au regard des Philippines, c'est passionnant. Mais là, pour notre histoire, les Philippines vont nous concerner un petit peu plus tard quand on parlera de la Chine. En attendant, maintenant que vous avez compris cette ouverture à la mer fabuleuse des États-Unis, sans zone économique exclusive qui gêne, un plein accès aux océans mondiaux sans restriction, avec des mers profondes pour planquer des sous-marins nucléaires, c'est génial. Maintenant, le principal rival, la principale puissance nucléaire par les États-Unis dans le monde, c'est la Russie. Et on va aller tout de suite s'intéresser, et c'est là que nous allons parler de l'Ukraine, à l'accès à la mer de la Russie. Voilà, je vous remets le cadre dans le bon sens, même si en fait il n'y a pas de sens en vrai, c'est une convention, regardez le nord en haut, le monde n'a pas de sens, parce que regardez dans tous les sens justement. Donc, la Russie. La Russie, autour des années 1700, un souverain, vers 1780, c'est Pierre le Grand. Pourquoi je reviens à Pierre le Grand? C'est parce qu'à l'époque, en 1780, la Russie, c'est, au nom des nations européennes, une terre barbare lointaine, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mélange de terres obscures. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun accès à la mer. En fait, c'est pas tout à fait vrai. La Russie, à l'époque, possède le port d'Arkhangelsk, un port qui est par là. Mais en fait, c'est impossible d'en faire quoi que ce soit. C'est sur des mers du Nord qui sont gelées la plupart du temps. À l'époque, en plus, bon, c'est voilà. Donc, c'est inexploitable en termes maritimes pour le commerce. C'est très loin de la Méditerranée où les échanges se font. C'est très loin de mers beaucoup plus chaudes. Et donc, Pierre le Grand, il a conscience que son pays a un souci. C'est qu'il ne deviendra jamais un pays qui va compter et perdurer s'il n'obtient pas des accès à la mer dignes de ce nom. Et Pierre le Grand, lorsqu'il est souverain de la Russie, va se dire, nous on n'y connaît rien, on n'a pas d'accès à la mer, donc ça va être le grand pilier de mon règne, je vais partir en Europe d'abord comme simple visiteur, j'allais dire touriste, mais au sens le plus strict, c'est-à-dire qu'il va être employé au plus bas de l'échelle
d'entreprises de construction étatique de bateaux. Il va se faire employer lui alors qu'il est souverain de Russie. Pour vous dire à quel point, voilà. Pour pouvoir savoir comment on fait pour construire des bateaux de A à Z. Pierre le Grand, c'est une force de la nature. Et pour l'époque, déjà à l'époque, on était beaucoup plus petits. Les gens étaient grands, 1m60, 1m70, c'était très grand. Pierre le Grand, pour l'époque, les sources varient, c'est entre 1m98 et 2m6. On a affaire à un titan de la nature. Aujourd'hui encore, c'est un géant. Alors pour l'époque, vous savez, c'est les maréchaux de l'Empire en 1800, on fait 100 ans plus tard. Il y a un géant, je crois que c'est Victor. Et puis ensuite, il y a Murat qui fait 1m82. Tout le monde parle de Murat comme d'un géant. 1m82, aujourd'hui on n'est pas géant, c'est ma taille, 1m82, je suis pas spécialement géant, je suis plutôt grand, mais enfin bon, pas plus que ça. Donc, à l'époque, c'était déjà géant. Donc, 100 ans plus tôt, imaginez-vous. Pierre le Grand, 2 mètres, il va apprendre à construire des bateaux, il revient, et il dit, les gars, je sais construire des bateaux, maintenant il nous faut des ports. Donc on va s'attaquer aux mers du Sud, puisque les ports, c'est plutôt par là-bas que ça va se passer, la Méditerranée, etc. Et donc il va attaquer les Tatars, qui est tout un peuple par là, installé, pour s'emparer. Et il va réussir, et c'est le premier succès militaire de la Russie depuis des centaines d'années, qui était un truc, voilà, s'emparer de la ville d'Azov, ici, le long de la mer d'Azov, qui est là. Et ça, c'est la première fois qu'en Europe, on entend parler de la Russie en positif. Vous savez, Pierre le Grand, quand il était passé en France, il avait demandé à être reçu par Louis XIV. Et Louis XIV avait très carrément répondu, j'ai autre chose à faire. Tellement ça comptait peu. Là, tout le monde se dit, tiens donc, on entend parler là-bas à une très lointaine embouchure de la Méditerranée, ce truc, les Russes, on ne sait pas trop ce que c'est, ils ont pris la ville d'Azov, ils ont un port là-bas, ils peuvent peut-être faire un peu de commerce, envoyer, bon, c'est très peu pratique en vrai, la mer d'Azov elle est déjà enclavée, le détroit de Kerch, vous savez, puis la mer Noire qui est une mer très très importante pour faire des échanges, mais enfin pour aller dans l'océan mondial c'est lointain, je parle d'aujourd'hui, puisqu'il y a les détroits du Bosphore et des Dardanelles contrôlés par la Turquie, d'où l'importance de le pied d'un côté et de l'autre de la Turquie. Vous savez, la Turquie, elle a pas trop envie de se brouiller avec la Russie, puis elle a pas non plus envie de se brouiller avec les États-Unis. Elle a toujours un pied d'un côté, un pied de l'autre, un pied en Europe, un pied... Voilà, parce qu'elle est au milieu, au carrefour des mondes et au carrefour de ces détroits Bosphore et Dardanelles qui sont extrêmement importants pour relier la mer Noire à la Méditerranée. Bref. Donc, notre Pierre le Grand, il se dit finalement, c'est pas un super accès. Et ça va expliquer notre Ukraine. Je vais y revenir après vous avoir dit vite fait ce que va faire Pierre le Grand par la suite. Il va dire, bon, ben dans ce cas-là, je vais plutôt attaquer au nord. Et en fait, cette région, l'Estonie plus toutes les terres russes ici qui bordent la mer Baltique, était possédée à l'époque par la Suède. La Suède aujourd'hui, bon, c'est voilà, là-haut. À l'époque, c'était une immense puissance. Et justement, il y a le roi de Suède qui meurt et le nouveau Charles XII de Suède, qui est plutôt jeune. Pierre le Grand se dit après tout, c'est peut-être le bon moment d'attaquer. Pas de bol. Charles XII de Suède, il est passionné par la chose martiale, il vit avec son armée tous les jours, il rêve que d'une chose, c'est de campagnes lointaines, et ça révélera être un génie militaire. Donc il va y avoir une guerre immense entre Pierre le Grand et Charles XII de Suède, pour au final s'achever, même s'il y a d'autres traités, c'est un peu compliqué, en Ukraine, que tout en vient à l'Ukraine, c'est étonnant. À la bataille de Poltava, ici, les Suédois sont allés jusque-là. Donc voilà, mais bon, il va finir par avoir des traités en sa faveur, Pierre le Grand, et il va s'installer le long de la mer Baltique et il va faire construire, alors qu'il n'y avait rien, hein, c'était un marécage désert à cet endroit, la ville de Saint-Pétersbourg, et il transférait carrément la capitale de son pays et l'appelait par son nom. Saint-Pétersbourg porte toujours le nom de Pierre le Grand. Pierre le Grand a fondé la Russie que nous connaissons. Quand je pense à la provocation qu'a constituée pour les Russes, la création, vous savez, du fameux bataillon Azov, bon, il y a plein des bataillons en fait ukrainiens un peu vénères, mais le bataillon Azov, ça rappelle avec douleur directement le début de l'existence de la Russie qui s'est fait par la conquête de la ville d'Azov. Le bataillon d'Azov porte le nom d'une mer. Encore une fois, l'enjeu de cette guerre, c'est la mer. Quand les Russes ont attaqué, ils ont mis les principaux moyens pour relier le territoire russe de Rostov, en gros, qui est la grande ville d'ici, à côté d'Azov, à la Crimée, dont il s'était emparé, absolument essentiel pour la base militaire de Sébastopol, et pour sécuriser les ports ici, vous savez qu'ils ont Novosibirsk, qui est un gros port de commerce ici. Donc, c'est une mer chaude, la mer Noire, c'est un des principaux accès à la mer russe, vous allez voir, on va faire le tour, c'est terrible, les accès russes à la mer, c'est une catastrophe. Donc c'est ça, ils ont été obligés vite, on fait de la mer d'Azov une mer intérieure. Vous avez voulu nous provoquer, mais c'est chez nous la mer d'Azov. C'est par la mer d'Azov que nous sommes devenus une puissance qui a existé. Avant la mer d'Azov, notre souverain n'était même pas reçu par Louis XIV qui avait autre chose à faire. C'est ça que les Russes ressentent. Lorsqu'on les menace, lorsque l'OTAN se dit qu'ils allaient installer des missiles en Ukraine, juste à côté de leur base militaire de Sébastopol, à côté de Rostov, à côté d'Azov, appellent des troupes qu'ils entraînent à être des sérieux militaires, le nom d'une mer qui correspond à leur expansion première.
Écoutez, c'est une réaction épidermique qu'a eu la Russie. C'est insupportable ce qui se passe. Et je ne justifie pas cette réaction. Je l'explique au regard de l'histoire. C'est très différent. Moi, je suis analyste. Il n'y a pas de favoritisme ou de quoi que ce soit. Mais je comprends cette réaction. Je l'excuse pas, mais je la comprends. Elle s'explique par un sursaut d'existence. Vous voulez nous menacer, j'ai notre fondement même. Voilà. Et vous allez voir que les accès à la mer Russe sont très très compliqués. Si on va s'intéresser à la mer Baltique avec Saint-Pétersbourg rapidement, mais la mer Baltique c'est pas profond, hein. La mer Baltique ça fait 100, 200 mètres de profondeur. Vous avez en bas, vous regarderez les mètres si vous voulez, mais je vais les commenter. Puis derrière on a tous les détroits du Danemark, les détroits du Petit Belt, du Grand Belt, tout un tas de détroits, la mer de Skagerrak, etc. On arrive en mer du Nord, c'est pas profond la mer du Nord. La mer du Nord ça fait 40, 50, 80, 100 mètres de profondeur. Cacher un sous-marin, faire discrètement des sorties militaires avec des flottes, mais il faut passer par les eaux territoriales de Suède, du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni. Bon, tout ça, c'est très pénible. Toutes les îles au nord ici contrôlées par le Royaume-Uni ou le Danemark, vous avez l'Islande, vous avez le Groenland qui appartient au Danemark. À nouveau, ça c'est carrément le détroit du Danemark, il s'appelle comme ça ce détroit. Donc c'est pénible pour sortir. Si on s'intéresse maintenant aux frontières nord de la Russie, vous allez me dire, un coup d'œil, regardez cette frontière colossale tout le long de l'océan Arctique, c'est énorme. Mais en fait, c'est pas pratique, c'est gelé les 3/4 du temps. Et pour en sortir, je vous ai dit que pour en sortir ici, du côté atlantique, c'est assez compliqué. Bon, c'est pas les plus gros détroits qui existent, mais enfin, les mers sont gelées, c'est peu pratique. Il y a l'Islande, le Danemark, le Royaume-Uni qui surveillent, qui sont les copains des Américains, le principal rival. Donc c'est compliqué, en fait. Et puis de l'autre côté, pour sortir, vous allez voir de l'autre côté. Ici, on arrive au détroit de Bering, qui est en fait, qui n'est pas qu'un détroit, qui est une mer. Regardez la mer de Bering, c'est tout ça, là, vous voyez, vous avez une espèce de logique, un peu un arc de cercle, ici, tout un tas une mer. Et pour passer, d'abord, il y a un détroit de Bering, donc, avec les îles Diomède. J'aime bien les îles Diomède parce que les îles Diomède, il y a l'île de droite, la plus à l'est, la petite île Diomède, qui appartient aux États-Unis, et l'île de gauche, l'île de Ratmanov, en russe, qui appartient à la Russie. Ils sont, vous voyez, ils se regardent là, hein, ils sont en vue de jumelles. Et même à l'œil nu, enfin, ces îles sont à côté. Et puis, ces îles, elles sont séparées, vous savez, c'est le méridien principal de départition des horaires qui passent en plein milieu. Et donc, elles sont distantes de 20 heures, alors qu'elles sont à portée de vue, de 20 heures différentes. Et on appelle l'île américaine l'île d'hier, et l'île russe l'île de demain. Alors j'ignore si ceci est parlant pour le monde dans lequel nous vivons. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce clin d'œil. Des fois, l'histoire fait des choses, et la géographie fait des choses étonnantes. L'île d'hier, l'île de demain, l'île d'hier américaine, l'île de demain russe, nous verrons bien. Si l'histoire donne raison à une lecture pareille. En tout cas, ensuite on descend, il y a la grande île de Saint-Laurence, américaine. Et puis nous continuons à descendre. Nous continuons à descendre, et là, je vous mets la fin du détroit de Bering. Déjà, pour passer, je vous ai dit, les profondeurs, c'est rien du tout. Hein. 20, 30, 40 mètres, bon, tout le monde nous voit passer. Limite, le sous-marin, il passe en mode bateau, donc c'est pas pratique du tout. Et puis, les Américains le savent forcément. Et puis là, vous avez tout un chapelet d'îles qui va jusqu'ici. Pratiquement tout le pourtour. Ça, ce sont les îles aléoutiennes, jusqu'à Attu. Et c'est américain. Tout ça, ce sont des îles américaines. Et les États-Unis se sont pas arrêtés après avoir fini les Indiens là-bas jusqu'à la côte, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. L'île d'Attu. Ensuite, les Russes ont quand même ces deux îles là, qu'ils appellent les îles commandants en russe, j'ai plus le mot en russe. Bref. Donc ils peuvent quand même passer, bon, en longeant leur côte, mais c'est pas pratique pour passer au nord. Ensuite, bon, les côtes russes, elles descendent. Vous avez la presqu'île ici du Kamchatka, la région russe du Kamchatka. Ensuite, vous avez là la région russe du Magadan. Vous avez là la région russe du Khabarovsk. Tout ça, en fait, c'est très peu pratique, il n'y a pas de port. C'est gelé. C'est la mer d'Okhotsk, elle n'est pas pratique, elle est peu profonde aussi. Et même si au bout d'un moment, elle devient quand même relativement clémente, ben, c'est pas pratique pour sortir. En tout cas, c'est surtout pour les ports que c'est gênant. Et ensuite, vous avez cette dernière région que les Russes sont allés chercher tardivement. C'est très profond, c'est très bas, vous voyez. En plus, c'est au carrefour du monde. Vous avez, ça donne sur la mer du Japon. Vous avez les Corées qui sont là, les deux Corées. Vous avez la Chine ici. Vous avez le Japon. Ben, c'est riche là, hein, géopolitique. Et pourtant, c'est là que les Russes ont construit leurs principaux ports. Vous avez la base militaire de Vladivostok, notamment, hein, qui est une des principales bases militaires et ports militaires russes. Et puis quelques ports de commerce, bon, je ne me rappelle plus des noms, peu importe. Et cette région, elle porte carrément le nom de Primorye en russe, ça veut dire littoral. Pour vous dire à quel point c'est important. Et bon, le problème, je vous ai dit, c'est que c'est proximité avec tout. C'est pratiquement la raison majeure pour laquelle les Russes sont entrés en guerre à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le Japon en 1945. C'est pour s'emparer de cette immense île de Sakhaline,
qui sinon gêne énormément. Pour sortir d'ici, sinon, de la mer du Japon, vous avez le sud, détroit de Corée, détroit du Japon. C'est vrai que depuis 45, le Japon, c'est les États-Unis, c'est pareil. La Corée du Sud, c'est pareil, ils les ont protégés contre la Corée du Nord, c'est chez eux. L'île de Tsushima, ici en plein milieu, bon, enfin ça, on est vu à 100 km. Donc il faut sortir au nord. Et au nord, ben, il y a Hokkaido, là, l'île japonaise. Un tout petit détroit, et l'île de Sakhalin au Japon. Ça, c'était pas possible. Donc les Russes se sont emparés de cette île. Vous avez vu comme c'est fin, là, pour passer. Ici, c'est rien du tout. Donc maintenant, c'est russe. Et puis les Russes se sont aussi emparés des îles Kouril, qui partent ici de la péninsule du Kamchatka, la presqu'île du Kamchatka, pour continuer jusqu'au bord d'Hokkaido. Toutes ces îles-là, c'est les îles Kouril, elles étaient japonaises, et les Russes les ont volées au Japon en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est toujours aujourd'hui revendiqué par le Japon. Et vous comprenez bien que c'est un enjeu majeur. Je vous expliquais les zones de tension futures dans le monde. Mais je vous garantis que cette zone-là, c'est déjà une zone de tension. C'est très pénible pour la Russie, cette revendication japonaise. Parce qu'en fait, ce que je vous montre là, c'est le principal moyen d'accéder à l'océan mondial de la Russie. C'est là le seul moyen qu'elle a de ne pas passer par les eaux territoriales de notre pays, en passant comme ça par là. Ou par des mers gelées les 3/4 du temps. C'est vraiment pas pratique. Bon. La Russie, ensuite, n'a pas fait que des guerres, vous savez, en Afghanistan. Ben, l'Afghanistan, c'est ici, c'est pour essayer de se rapprocher de l'océan Indien. L'océan Indien, c'est le milieu de cet océan monde. C'est le cœur des échanges maritimes mondiaux. C'est là que passe le plus grand trafic international. C'est le plus important, en fait. Donc ils ont essayé de se rapprocher comme ils pouvaient, quand ils étaient en mode URSS, ils ont essayé de prendre l'Afghanistan, bon, c'est une catastrophe. Dernière chose pour la mer avec la Russie, la mer Caspienne, vous avez vu comme c'est ouvert sur la Russie et comme c'est ouvert sur l'Iran. Voilà pourquoi l'Iran et la Russie commercent beaucoup, sont dans des échanges plutôt s'entraident et se soutiennent géopolitiquement parce qu'ils ont une mer intérieure, pratique, mais bon, c'est un immense lac, ça ne donne pas accès à l'océan monde. Donc voilà la Russie. Voilà l'une des raisons d'accéder. On veut leur couper la mer Noire, leur principal accès à la Méditerranée, aux mers chaudes. Leur principale base militaire de Sébastopol, le principal port. Elle se sent, vous avez compris à ce que je vous explique, elle se sent étouffée, la Russie, elle se sent confinée, pour reprendre une notion récente. Elle se sent étriquée dans cette île monde qu'est l'Eurasie. Elle n'a pas accès à l'océan mondial, ou difficilement. Et maintenant, on va s'intéresser à un tout autre pays, après avoir vu la Russie. Je vous ai dit qu'on allait comprendre le point commun avec Taïwan. Regardez ici. On va aller voir la Chine. Et au départ, quand on regarde la Chine, on a l'impression de voir la côte est américaine. Regardez ce littoral chinois, extrêmement long, tout en... Voilà, qui s'étend comme ça, qui sort presque. C'est un littoral extrêmement bombé, quoi, vous voyez. Et avec l'île d'Henan, qui est chez eux, bon, très bien. Mais si on y regarde un petit peu de près, on va s'apercevoir que, déjà oui, une réflexion pour la Russie. La Russie n'a pas de terre par ailleurs. Elle n'a pas de petite île à des milliers de kilomètres de chez elle. C'est terminé, le territoire russe, on en a fait le tour. Les États-Unis, le Royaume-Uni, ils ont plein de petites îles un peu partout. Ou de petits morceaux. La France aussi, je parlerai de la France une autre fois. La Chine, elle non plus, elle n'a pas de territoire chinois installé en Amérique du Sud ou des îles quelque part. Chine, elle est là, point. Et la Chine, pour sortir, quand on regarde ce littoral, on se dit, c'est génial. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Le littoral chinois est une catastrophe pour la marine chinoise militaire, pour la dissuasion nucléaire chinoise et pour une sortie sereine. Ce littoral, il est littéralement coupé en deux mers, la mer de Chine orientale au nord et la mer de Chine méridionale au sud, et on va s'intéresser à ces deux mers, et en plein milieu de ces deux mers, vous avez Taïwan. Taïwan, c'est un morceau, Taïwan, hein, c'est quelque chose de très sérieux. C'est une île qui est très très vaste, je crois que c'est plusieurs fois la Corse, 6 ou 7 fois la Corse, on la compare des fois à la Corse, par situation française, c'est très vaste ça, des dizaines de millions d'habitants, c'est quelque chose de sérieux. Évidemment, vous irez voir sur Thinkerview très récemment, l'ambassadeur, même s'il n'a pas le droit à ce titre, le représentant taïwanais en France, qui nous explique et qui le reconnaît lui-même. Les États-Unis nous ont aidés à tous les niveaux, ils nous ont permis de débarquer depuis la Chine, vous savez que c'est des réfugiés anticommunistes chinois, des révoltés contre les régimes chinois qui sont allés là-bas. Donc c'est des dissidents en fait à Taïwan, soutenus par les Américains, aidés par les Américains, soutenus militairement, les Américains leur garantissent en cas d'action de la Chine, on est là. Pourquoi les États-Unis font ça? Parce que toute la géopolitique américaine, c'est de se dire qu'elle a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un accès aux mers magistrales, et de se dire que leurs deux rivaux principaux, la Russie et la Chine, ont un accès aux mers minables, et il faut absolument le maintenir tel que le plus minable possible, les étouffer le plus possible. Voilà pourquoi les Américains ont autant investi. Vous irez voir des vidéos sur les investissements des Biden, là-bas en Ukraine, et d'autres milliardaires américains qui s'achètent des terres en Ukraine.
Les Américains font tout pour étriquer la Russie et la Chine et les maintenir piégés dans cette île monde qui n'est pas le cœur du monde. Le cœur du monde, c'est l'océan monde. C'est ça le vrai cœur du monde. Et donc la Chine, elle est étouffée, elle aussi. En plein milieu Taïwan, qui lui met une pression, soutenue par les États-Unis. Au nord, la mer de Chine pour en sortir, mais vous allez voir comme c'est pratique. Au nord, il y a le détroit de Corée du Sud et du Japon, c'est évidemment des alliés des États-Unis, Tsushima, j'en ai déjà parlé. Et puis, pour sortir en face de la mer de Chine, ils n'ont pas la chance d'avoir le littoral américain où il n'y a pas d'île avant 3000 km. Là, eux, ils ont tout un chapelet d'îles, extrêmement gênant, avant d'atteindre des mers profondes. Jusqu'ici, voilà. Et toutes ces îles, vous voyez, encore des petites ici, toutes ces îles, elles appartiennent au Japon. Jusqu'à Taïwan, et regardez comme c'est peu profond, 50 mètres, 40 mètres, 60 mètres, 30 mètres. La mer de Chine, méridionale ici, orientale, pardon, elle est très très faiblement profonde. Pour sortir des sous-marins nucléaires discrètement, ben c'est pas pratique. Il n'y a que des petits détroits avec les petites îles japonaises, tout le monde voit passer aux jumelles. Pour sortir une flotte militaire, mais vous allez où? Vous passez sur une zone économique exclusive, qu'est-ce que vous faites? Les Américains, personne ne leur demande ce qu'ils font. Ils peuvent aller où ils veulent. Il n'y a pas de puissance qui les voit passer. Bon, la mer de Chine méridionale, c'est la même chose, je vais aller plus vite. Il y a les îles Paracel qui sont, et les îles Spratly qui sont autant de points de tension avec le Vietnam qui revendique, les Philippines qui revendiquent. Je vous ai dit qu'on parlerait des Philippines. Tout ici, entre Taïwan et les Philippines, il y a tout un tas de chapelets d'îles aussi, c'est pareil. Tout un tas de petites îles qui appartiennent aux Philippines, historiquement les Philippines, les États-Unis, c'est la même chose, ils ont contrôlé ce pays pendant énormément de temps, ils ont des liens privilégiés. Ça coupe ici avec l'île de Palawan, puis derrière on part sur des emberlificotements de mers intérieures, de Sulu, de Célèbes, des mers, etc., de Banda, tout un tas de mers ici, c'est un vrai casse-tête. Ici, les zones économiques exclusives se marchent les unes les autres, les Chinois ont du mal à créer des corridors sans qu'on les voit, pour arriver finalement en plein milieu ici de conflits avec la Malaisie, l'Indonésie, plein d'archipels, pour passer par les détroits de Malacca ou les mers de Java avec le détroit de la Sonde ici. Bon, c'est vraiment quelque chose de pénible pour eux de sortir. Donc les Chinois, c'est comme les Russes. Ils sont étriqués. Ils ont une façade maritime magnifique, mais qui est bloquée en plein milieu par Taïwan. Alors que s'ils possédaient l'île de Taïwan, on fait 10 km, on a déjà 1500 mètres de profondeur. L'île de Taïwan, elle offre ici une façade maritime merveilleuse. Ils pourraient contrôler les zones exclusives, passer sans que personne ne les voie, en longeant Taïwan, et s'enfoncer dans l'océan monde sans problème. Pour passer des flottes militaires, des sous-marins pour la dissuasion nucléaire, ou pour avoir un commerce serein, sans qu'on vienne les bloquer, et d'un seul coup, une déclaration de guerre, tous les bateaux de commerce sont coulés, parce qu'ils étaient juste à côté de territoires ennemis ou rivaux. Enfin, faut pas rigoler. Donc voilà pourquoi la Chine et Taïwan, une tension pareille. Les Chinois et les Russes, ils sont pas à l'aise, en fait, par rapport à ça. On les voit comme... Ils ont des atouts, hein, bien sûr. Économiques, militaires, tout ce que vous voulez. Mais enfin, les États-Unis sont encore à port. Et les États-Unis, tout leur jeu géopolitique, c'est la Corée, le Japon, Taïwan, les Philippines, l'Indonésie. On s'en sert pour maintenir bloquées les façades russes pacifiques, la façade chinoise. Et côté européen, ben c'est l'Ukraine avec la mer Noire, et au nord, c'est les États baltes pour Saint-Pétersbourg. Hop là, on est à fond, on s'installe, on fait tout ce qu'on peut, des investissements, dans l'OTAN, on installe des missiles. C'est bloquer l'accès à la mer, à l'océan. C'est faire de ces puissances des pays condamnés à disparaître à terme, éclater, morceler, à s'affaiblir. Et la Chine et la Russie, ils sont là, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc encore une fois, je n'excuse rien, j'explique ce qui se produit. Maintenant, on va finir cette vidéo avec deux choses. La première, c'est l'Inde. L'Inde, pour une raison très simple, évidente, tout le carrefour maritime mondial, le cœur de l'océan monde, je vous l'ai dit, c'est l'océan Indien. Regardez les côtes magnifiques de l'océan de l'Inde. Regardez ces côtes. Il n'y a pas d'île, pas de zone économique exclusive, rien qui gêne. De la place pour mettre des ports toute la journée. Ici, de l'autre côté, c'est pareil. Des façades maritimes exceptionnelles. Sur l'océan, golfe du Bengale, mer d'Arabie ici, en plein océan Indien, le cœur du monde. Donc évidemment que l'Inde a un avenir économique et de centre du monde. Évidemment, c'est pas pour rien que la puissance indienne vient de doubler la Chine en termes de population. Elle n'a pas fini l'Inde de battre des records. En tout cas, si voilà, il n'y a pas de drame géopolitique avant, c'est pas attaqué ou je ne sais pas. Mais enfin, l'Inde a une position magnifique. C'est le centre du monde. Et pour finir, une autre position magnifique, en plein milieu de cet océan Indien, suffisamment loin pour être tranquille, et suffisamment près pour intervenir avec des flottes, avec des navires de guerre, avec des bombardiers. Et bien, je vous présente ici, voilà, un archipel, qui est l'archipel des Chagos.
voyez? D'ailleurs, c'est un peu, voilà, c'est pas très clair, peu importe. L'archipel des Chagos, c'est 55 petites îles. Ces 55 petites îles, elles étaient contrôlées à la fois par la France et par le Royaume-Uni avant 1814, ou en 1814, suite à la première abdication de Napoléon, dans les traités, les Britanniques, ils sont malins, ils ont bien compris cet endroit, à quel point c'était important, ils ont fait signer que c'était à eux, ça, désormais, voilà, clarifié. Donc c'était britannique. Et puis il se trouve que c'est tellement bien placé, que les États-Unis sont allés trouver le Royaume-Uni, et toute cette affaire, tout le monde aurait bien voulu qu'elle reste discrète. C'est pour ça que je vais vous en parler. Les États-Unis ont demandé au Royaume-Uni, au grand frère, voilà, qui est plus petit aujourd'hui, hein, vous avez compris, qui est fatigué un peu, ils ont demandé, bon, c'est voilà le dominant précédent, bon, ben, tu nous donnes une île, ici. On veut installer une base. Donc, notamment, on aimerait beaucoup, on trouve que l'île, elle est parfaite ici. Voilà. Cette île, Diego Garcia. Diego Garcia. Le problème, c'est que sur Diego Garcia, ben, il y avait des habitants, hein. Il y avait des gens sur Diego Garcia qui vivaient là. C'est un territoire revendiqué à la base par la République mauricienne, qui estime que ce sont des îles à elle, c'est des habitants qui viennent de l'île Maurice, enfin c'est des mêmes cultures, donc ils sont là, bon ben c'est chez nous, enfin c'est des territoires qu'on revendique officiellement aux Nations Unies. Et donc les États-Unis, ils ont demandé aux Britanniques de leur céder Diego Garcia, et du coup d'évacuer les populations qu'il y avait sur place. Hein. Vous savez, on défend la liberté, les droits de l'homme quand ça arrange. Quand ça arrange pas, il est hors de question. Et donc, ben, les États-Unis, ils ont demandé aux Britanniques de régler le problème des habitants avant de s'installer militairement sur place. Et donc, le Royaume-Uni, je vous enverrai ici des liens tout à fait sérieux. Je vous les mets ici, regardez. Hop là. L'Assemblée générale, hop là, avant de vous dire ça. L'archipel des Chagos. L'association, vous avez l'ONG Human Rights Watch, accuse le Royaume-Uni de crimes contre l'humanité. Voilà. Maurice, l'occupation des Chagos est un crime contre l'humanité. Human Rights Watch, c'est l'île Maurice qui est derrière ça, qui fait ce qu'elle peut, l'île Maurice. Pour essayer de récupérer ces îles et de la rendre à ses habitants qui ont été déportés de force après avoir été incités. Et le mot ne convient pas puisqu'ils ont été presque, j'allais dire, je sais pas, amenés à partir avec une dépression extrême qui se sont portées sur eux. Vous irez vérifier. J'ai lu tout un tas d'ignominies que le Royaume-Uni aurait fait aux populations, en particulier leur aurait obligé à gazer leurs animaux de compagnie. C'est abject, on est dans quelque chose d'horrible. Vous irez vérifier si l'info est vraie, je l'ai lu sur un article qui est par des îles Chagos, faudrait recouper l'info. Alors on est sur un truc dégueulasse, quoi. L'expulsion des Chagossiens il y a 50 ans, un crime contre l'humanité. Et ces pauvres gens, ils ont été transportés par avion cargo militaire, débarqués dans un autre aéroport de notre pays, démerdez-vous. Voilà. Ce qui leur est arrivé à ces habitants. C'est pas des blagues, hein. Voilà. Et donc ça a été déposé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et ce qui s'est passé, c'est que cette résolution a été acceptée par par les Nations Unies. Je vous ai mis ici tout la date le 22 mai 2019, les Nations Unies ont adopté une résolution. Vous savez que chaque pays vote. Eh bien, il n'y a que 6 pays. Il n'y a que 6 pays qui ont voté contre la restitution de ces îles à l'île Maurice, à la République mauricienne, pour que les habitants puissent y revenir. Il n'y a que 6 pays qui ont voté contre. Il y a les États-Unis, c'est pas surprenant, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Australie, qui n'est pas loin, qui est en fait dans leur alliance, hein, c'est voilà. Il y a Israël, peut-être, parce que des fois, eux aussi, ils votent en faveur, donc voilà, ça s'arrange. Il y a les Maldives, qui sont pas loin, et qui, voilà, ont pas envie d'avoir de problème. Peut-être pas voir la base s'installer chez eux à la place, puisque c'est juste à côté, bref. Et puis il y a la Hongrie. C'est surprenant, la Hongrie. Quand j'entends, on me parle d'Orban, des fois on me dit Orban, il est pas aligné, Orban, je sais pas quoi, ben en entendant Orban, c'est le seul après tout ça, qui est très loin, qu'est-ce qu'il fait là, Orban? Ils ont voté contre la restitution de cette île à ses habitants. Tous les autres n'ont pas osé. Il y a 116 pays qui ont voté pour, 56 se sont abstenus, la France est abstenue, on n'en entendait pas loin. Quand il s'agit de défendre les droits de l'homme, il n'y a que des discours, il n'y a jamais d'actes, donc bref, on est là aussi dégoûté de voir ça. Bon, ils n'ont pas osé, de toute façon, c'était sûr que c'était accepté, le monde entier vomit de cette situation, donc ils n'ont pas osé voter pour. Enfin, on va pas voter pour, on va pas se mettre à dos les États-Unis, comprendront très bien, de toute façon ils évacueront pas. Et donc la résolution des Nations Unies a ordonné aux États-Unis d'évacuer sous 6 mois, vous irez voir s'ils ont évacué. Donc ils sont dans l'illégalité internationale et c'est porté. Il y a des habitants qui portent au-devant des tribunaux internationaux avec la République mauricienne qui courageusement combat l'influence et le crime contre l'humanité
condamnés pour ça, en tout cas par l'ONU, du Royaume-Uni, des États-Unis, pour cette île, pour rendre cette île. Et pourquoi ils veulent pas rendre cette île? Ben parce que c'est l'île la mieux placée au monde pour faire une base militaire. Regardez comme c'est extraordinaire. C'est placé ici. Tout le trafic maritime mondial, je vous l'ai dit, passe par ici. On est à portée de tout, on est à portée du golfe arabique où tout le pétrole passe, on est à portée de l'Inde. S'il y a un problème avec l'Inde un jour, qui est en passe de devenir l'endroit, le cœur du monde, le centre du monde, l'Inde, mais il faut avoir des militaires à côté. Les Américains, ils anticipent, ils ont 2 ou 3 guerres d'avance, sinon on a toujours une guerre de retard, eux ils en ont 1 ou 2 d'avance en permanence. Ils anticipent ça, hein. Donc ils sont là avec une base militaire aéronavale majeure, avec des aérodromes, avec des ports, etc. Il y a des photos où il y a des porte-avions nucléaires qui vont là-bas, etc. Bon, bref. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le point commun des guerres et des conflits majeurs dans le monde, c'est évidemment l'inégal accès et les inégales cotes des pays du monde et des puissances majeures du monde. Là, on a vu les principales puissances du monde. Vous irez voir à un instant les autres. Et vous comprendrez tout de suite s'il y a des problèmes ou pas. Vous irez voir pourquoi le Brésil a de l'avenir aussi. Mais bref, en attendant, une prochaine fois, si ce format de vidéo vous plaît, si se balader comme ça sur Google Earth vous plaît, vous savez, moi je suis passionné par le monde, j'ai passé ma vie à le regarder. Donc je connais pas mal au final. Et je vous invite à regarder les profondeurs des mers à chaque fois. Ça donne beaucoup d'indications. Je vous ai donné les profondeurs opératives des sous-marins. 300-400 mètres, ça commence à être bien planqué. 50 mètres, c'est rien. Enfin, ça se repère. Donc, vous vous intéresserez aux eaux, aux zones économiques exclusives et à l'accès aux océans mondiaux et à la situation de la France. Et vous verrez qu'il n'y a pas que l'Inde et le Brésil qui ont de l'avenir. Merci à tous de m'avoir écouté. Salut.